Donc, Monsieur Beltos, vous avez 74 ans, vous êtes le symbole du renouveau du sport automobile en France à travers les âges. Très jeune, mais déjà fougueux. J'ai une anecdote, paraît qu'à 17 ans, vous ligotiez votre mère et votre frère pour conduire la voiture de famille et que vous avez notamment fait une course-poursuite contre des policiers. Est-ce vrai? Ouais, c'est vraiment déformé, hein, votre... Ah, c'est déformé, d'accord. Mais enfin, c'est pas exagéré, par contre. D'accord. C'était pour une autre raison. D'accord. Alors, à 20 ans, vous partez en Algérie pour la guerre. C'est un souvenir assez douloureux. Mais un an après, vous débutez en championnat de France moto en 125 cm3. Et par la suite, vous serez 11 fois champion de France, toutes catégories confondues. À 27 ans, vous vous lancez enfin dans le sport automobile et on va dire que votre première course, c'est en quelque sorte un premier drame puisqu'aux 12 heures de Reims, votre voiture glisse sur une flaque d'huile, votre voiture prend feu et on va dire qu'après 10 mois d'hospitalisation, tout le monde était un petit peu circonspect sur votre état. Alors moi j'ai lu le Guardian cette semaine où justement il y a une citation que je trouvais très jolie et très apparentée aussi à l'époque à laquelle vous avez pratiqué le sport automobile. Vous dites justement survivre à cette époque n'était pas une question de talent mais plutôt de chance. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'en fait quand vous sortez de la route en voiture, la plupart du temps il s'agit d'un élément indépendant de votre volonté, c'est-à-dire que c'est pas forcément une erreur de pilotage. S'il s'agit d'un accrochage, c'est pas forcément de votre faute, mais il y a des tas de raisons qui peuvent faire quand vous êtes à la limite d'adhérence, par exemple de l'huile sur la piste, qui était le cas à Reims dont on parlait tout à l'heure, un pneu crevé, une suspension qui casse, une boîte de vitesse qui se bloque, un moteur qui se bloque. Enfin, il y a tellement de choses qui vont faire que quand vous êtes à la limite, vous pouvez perdre la voiture. Et c'est pour ça que j'ai été, après par la suite, égoïstement, mais pour tout le monde, en fait, pour tous les pilotes, un grand militant en matière de sécurité. Et je me suis battu énormément pour que la sécurité sur les circuits soit acceptable. Alors, aujourd'hui, elle est plus qu'acceptable. C'est incroyable. J'aurais pas pensé qu'on puisse arriver si loin. Mais à mon époque, c'était inacceptable. Ça n'avait justement rien à voir, ça c'est sûr. Et justement, vous, lors de votre convalescence, vous rencontrez donc Jean-Luc Lagardère, que vous arrivez à convaincre, alors on ne sait pas comment, vous arrivez à le convaincre, alors même que vous n'êtes pas encore établi, et vous devenez pilote Matra en F3 et en F2, où vous remportez donc les deux championnats. Et puis en 68, c'est les grands débuts en Formule 1, une carrière en Formule 1 où on vous verra sur 86 Grands Prix, donc jusqu'à 1974, 8 podiums, une victoire en championnat à Monaco, et 6 pole positions, donc un joli palmarès. Et justement, vous avez toujours été considéré comme un excellent pilote, un des meilleurs de votre génération, mais qui manquait cruellement de chance. Alors moi, je me suis un petit peu amusé cette semaine à justement regarder toutes les courses où vous auriez dû gagner et où malheureusement, vous le disiez, un élément extérieur indépendant de votre volonté vous en a empêché. Donc j'ai classé, alors Jarama 68, problème de batterie, Monaco 69, carton cassé, Nürburgring 69, suspension, Jarama 70, problème de moteur, Monaco 70, problème de moteur, France 70, crevaison, Brandach 72, c'est la boîte qui lâche, et Zolder 72, c'est à nouveau le moteur. Alors, il y a cet aspect-là qu'on connaît, mais aussi on connaît un autre aspect, c'est la relation que vous aviez avec votre beau-frère, François Severt. Est-ce que c'est sa disparition qui vous a poussé, qui vous a éloigné de la Formule 1? Non, pas du tout, mais je voudrais revenir sur la question de chance. Oui. Vous savez, dans la vie, on a plus ou moins de chance, on est forcé de passer avec la chance. Moi, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'être encore vivant, de parler avec vous, et finalement d'avoir fait une carrière à peu près correcte, que j'imaginais même pas à ce niveau quand j'ai commencé. Mais la malchance, elle a commencé très tôt. La malchance, elle a commencé quand j'étais à la force du poignet deuxième d'un championnat de France de moto 125 sur une Jonguy. Deuxième, c'était très bon à l'époque contre les concurrents, et que avec cette deuxième place, j'ai demandé à être intégré soit au bataillon de Joinville, soit dans n'importe quel corps de l'armée, c'était le moment de la guerre d'Algérie, de façon à pouvoir continuer ma carrière. Et je me suis retrouvé en fait, pas à Tindouf, mais à Beni Ounif, sur la zone algéro-marocaine, par la malchance. Donc la malchance, elle commence là. Et je vous dis, même si j'ai eu pas mal de malchance, j'ai eu une grande chance, c'est de m'en sortir vivant et d'être aujourd'hui avec vous.
Et ça, on va pas s'en plaindre parce que justement, ça fait longtemps qu'on voulait vous faire passer sur cette émission pour parler de quelque chose. Donc j'y viens très vite, pardon, excusez-moi. Justement, on va évoquer quelques d'autres aspects. En 2007, quelque chose de plus contemporain. En 2007, vous êtes un soutien officiel de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous travaillez pour une fondation, une fondation qui milite donc pour la conduite en respectant la sécurité, l'écologie et la consommation. Vous avez des partenariats notamment avec Total, Volkswagen et la Société Générale. Un circuit à votre nom à Trappes et je le disais surtout en 2008 le début du projet Pôle France à Sarcelles, un grand prix de Formule 1 à Sarcelles ainsi qu'un pôle dynamique de technologie. Et justement beaucoup de nos auditeurs souhaitaient avoir des nouvelles de ce projet puisqu'on est, vous le savez bien, implanté dans la région 95. Mais déjà, si vous pouviez nous expliquer en quoi consiste ce projet. Juste avant, en 2 secondes, donc la mort de François, ça a été la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Malheureusement, on se parlait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait 2 pilotes connus qui se tuaient par an, entre 2 et 3 pilotes connus. Donc on était 20 sur la grille de départ. En 6 ou 7 ans de Formule 1, mathématiquement, j'ai eu la chance de rester vivant, puisqu'en fait, il y en a 12 ou 16 qui se sont tués, et on n'était que 20 ou 25 sur la grille de départ. Donc, si vous voulez, voilà, François, malheureusement, il n'a pas eu ma chance. Il est mort en pleine ascension. Il a eu une gloire extraordinaire. Il est mort en pleine gloire aussi, bien entendu. Alors, ceci précisé, et c'est ce qui m'a fait arrêter. Parce que j'ai dit, bon, maintenant, sûr, je vais me tuer, c'est mathématique, parce qu'il y en a 2 qui se tuent par an. Et donc, à partir de là, je me suis fait plaisir. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais être un des meilleurs. Et ben donc, tu vas arrêter et tu vas pas être stupide au point de continuer à courir. Et donc, en fait, c'est l'arrêt de Matra de la compétition, en fin 74, qui m'a fait arrêter la Formule 1. Alors maintenant, reparlons, comme vous dites, de notre projet de Sarcelles, notre projet dans le Val d'Oise, notre projet Pôle Val-de-France. En fait, si je me suis intéressé à ce projet, et si on a monté ce projet avec quelques amis très compétents, c'est que, vous savez, en matière, quand on veut faire du succès quelque part, quand on veut avoir un succès certain dans quelque chose, il est important d'avoir tous les éléments avec soi. Et quand on fait un circuit automobile, eh bien, il faut avoir les éléments tels que la proximité, bien entendu, pas tout près, parce que c'est trop près, il y a des nuisances. La proximité d'une capitale. Et la capitale, là, c'est Paris, c'est pas n'importe quoi. Il faut avoir également, ne pas amener de nuisances. On est suffisamment loin, il y a 20 km à peu près, entre Roissy et le Bourget, où il y a des nuisances d'avions en permanence. Et bien entendu, ce sont des zones non dignificandi pour des logements d'habitation. En plus de ça, l'important, c'est d'avoir de l'hôtellerie. L'hôtellerie de Roissy, qui bien entendu ne travaille pas tellement le week-end, qui travaille surtout en semaine, était idéale pour faire un circuit de grande envergure. Alors vraiment, ce projet, pour le moment, il n'est pas mort. Il est statu quo, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent tenir. J'espère qu'on va finir par y arriver, parce que c'est le seul projet qui tient vraiment la route, comme on peut dire, en automobile. Alors bien sûr, j'ai des tas de copains comme Alain Prost, comme Jean-Pierre Jabouille, qui avaient d'autres projets, à Flins, à Disneyland. Mais à la limite, c'était des projets d'opportunité, parce que on avait dit notamment à Flins, il y avait tant d'argent à mettre sur la table. Donc ça permettait d'amorcer la pompe pour faire le Grand Prix de Formule 1. Nous, malheureusement, nous n'avons pas d'argent pour le moment, puisque les collectivités locales, l'État, pour le moment, dans l'économie actuelle, ne pouvait pas se permettre de dire on met tant comme dans un stade normal, on met tant d'argent, sans souci de rentabilité au départ. Eh bien nous, ça n'a pas été le cas, c'est pour ça qu'on est encore arrêté, qu'il n'est pas encore sur orbite, mais pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Et justement, le fait que vous parliez du projet de Disney, vous parliez du projet de Flins, et finalement, quelque part, vous avez toujours été le projet outsider, c'est-à-dire le projet qui est passé après ces autres projets, et justement, vous l'expliquez par ça, par une question budgétaire, on va dire, comme l'avait fait signifier d'ailleurs Bernard Laporte au moment où il était secrétaire général des affaires sportives. J'avais vu Bernard Laporte plusieurs fois, et je l'avais convaincu de la qualité de notre projet. Et je suis sûr que s'il nous entend, il sait que c'était le bon projet qu'il fallait faire. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure, c'est que, en plus de ça, le développement du Grand Paris qui est arrivé après notre projet, qui a été lancé par le président de la République, le développement du Grand Paris nous aidait énormément pour les voies d'accès, pour l'organisation qu'il fallait mettre autour de ça, la logistique, autour d'un grand centre
de sport automobile, mais également, bien entendu, qui était avant tout un centre de recherche sur les carburants de l'avenir, les carburants, pas sur les carburants, sur la locomotion de l'avenir, c'est-à-dire changer de mode de propulsion, enfin de moyens avec des éléments qui ne soient pas des éléments qu'on va chercher à l'extérieur comme le pétrole et qui en fait sont des éléments polluants, donc avec des éléments naturels dont j'oublie le nom maintenant parce qu'il est un peu tard, on est un peu fatigué là. Mais c'était un projet vraiment formidable. Et mon grand regret, c'est vrai que mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu voir ni François Fillon, qui est passionné automobile, ni Nicolas Sarkozy, parce que au moins je leur ai expliqué toute la qualité de ce projet par rapport aux autres projets. Au moins je leur ai expliqué. Parce que vous savez, quand il y a des paravents et tout ça, ils ne peuvent pas comprendre vraiment quand on leur explique très très bien. Bien sûr. Et alors, malheureusement, bon, on en est là pour le moment, mais vous savez, l'avenir, c'est pas terminé, toute cette histoire. Et un jour, peut-être on se rendra compte qu'effectivement, il faut un grand centre de recherche, un grand stade automobile, motocycliste, etc., dans la région parisienne, et que l'emplacement de Sarcelles-Villiers-le-Bel est vraiment un emplacement extraordinaire. Le seul qui soit vraiment où il y ait tous les éléments pour contenter tout le monde et apporter le moins de nuisances possible. Et justement, est-ce que c'est justement un endroit exceptionnel aussi parce que aujourd'hui on sait que c'est une zone sinistrée et que ça apporterait énormément à cette zone? Bien entendu. Si vous dites, mais bien entendu, ça fait partie de tous les éléments, c'est une très bonne remarque que vous faites, ça fait partie de tous les éléments que je citais tout à l'heure et que je ne peux pas les citer tous. Si vous dites, on va faire dans le 78 un circuit automobile, mais attendez, moi, mon circuit de Trappes il est en 78, je connais les gens dans cette région de Versailles et tout ça, mais c'est formidable, on ne va pas les polluer avec un circuit automobile, parce que même s'ils ne polluent pas, c'est quand même un centre qui va faire du déplacement, qui va amener beaucoup de gens pour le visiter. Alors que dans le 93, dans cette partie du nord de Paris qui est déshéritée aujourd'hui et qui a tellement de jeunes qui sont sans emploi, c'était un merveilleux vecteur social et économique pour cette région et qui ne peut pas être dans d'autres régions de Paris. Alors justement, moi je vais étayer ce que vous dites justement avec des chiffres, puisque la Formule 1 aujourd'hui est regardée notamment par 72% des CSP inférieurs, et notamment on connaît un très très grand succès chez les ouvriers. On a fait aussi une comparaison, par exemple, Roland Garros pollue 3 fois plus, les 2 semaines de Roland Garros polluent 3 fois plus qu'un week-end de Grand Prix. Les audiences d'un Grand Prix de Formule 1 sont quand même assez intéressantes, puisque moi je me rappelle que le Grand Prix de France de Formule 1, le dernier Grand Prix de France de Formule 1 marchait très bien, et notamment à l'époque d'Alonso, de l'association Alonso-Renault, on avait 6 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même un chiffre assez intéressant. Et aussi on a un Premier ministre qui aujourd'hui soutient ou ne soutient pas le sport automobile, mais qui est surtout avant tout un vrai passionné. Et pourtant, à l'inverse, quand je regarde à l'opposé, on n'a plus de pilotes français, plus d'écuries françaises, plus de circuits français et bientôt plus de F1 sur TF1, puisque c'est ce qu'ils ont laissé apparaître lors du dernier Grand Prix de Melbourne. Jean-Pierre Beltoise, la France perd-elle sa culture automobile aujourd'hui? Mais vous savez, dans beaucoup de pays du monde, si les grandes capitales avaient des projets comme le nôtre, je suis sûr que ça serait parti vite fait, bien fait, pour réaliser un circuit prestigieux de renommée mondiale. En plus de ça, vous parliez de pollution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est vrai, un Grand Prix, dans un spectacle, que ce soit un spectacle cycliste, tennistique, football, ceux qui polluent le plus, c'est tous les gens qui viennent pour regarder dans le stade. Alors, nous bénéficions, par le développement du Grand Paris, des transports en commun, qui ne polluent pratiquement pas par rapport aux transports individuels. Et en plus de ça, il faut savoir que les Formule 1, par rapport à leur puissance, elles dégagent, elles sont extrêmement performantes dans le rapport de puissance-consommation. C'est-à-dire que, comme le poids embarqué avec le pétrole aujourd'hui, ou avec des batteries, est très important, il s'agit de consommer le moins possible d'énergie. Et donc là, il y a un laboratoire de recherche avec la Formule 1 exceptionnel. Alors ne parlons surtout pas de pollution. Les gens qui parlent de pollution par rapport à un Grand Prix de Formule 1 n'ont pas compris du tout le problème. Pas compris du tout le problème. Alors, merci beaucoup Jean-Pierre Beltoise, merci énormément. On va suivre ce dossier de près et surtout on espère dans les années qui viennent retrouver un Grand Prix de Formule 1, retrouver un pilote français et
pourquoi pas voir un pilote français gagner à Sarcelles. Je pense que pour beaucoup d'entre nous ce serait un rêve aujourd'hui, mais que vous tâchez de rendre réalité. Donc c'est pour ça qu'on vous remercie. Passez une bonne soirée Monsieur Beltoise, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.